autant de monde de la tech siéger autour du président. C'est un espèce de petit show-off, là. Tu sais, tout le monde, j'écoutais ça, tout le monde parlait de l'investissement là, devant M. Trump. Là, ah, il demande, toi, tu as mis combien d'argent? 6 milliards. OK, toi, ouais, là, on a mis 4, là, mais tu sais, l'année prochaine, il y en a plein. C'était comme une espèce de petite parade, là. Je trouvais ça limite malaisant, moi, là. Ouais, puis tu sais, moi, mon malaise est sur. Ben, en même temps, c'est pas un malaise, mais je me mets à la place de ces grands joueurs-là, puis je me dis, je suis invité à la Maison-Blanche pour un dîner, je me présente là. Je pense pas que j'ai d'agenda où je vais commencer à dire des choses qui vont aller, disons, à l'envers ou disons, à contresens des politiques ou des idées de Trump. Là. Je peux pas vraiment me permettre ça parce que je le sais qu'il va avoir des retombées négatives pour mon organisation. Puis c'est tous des grosses organisations, c'est des compagnies qui sont à la bourse ou en tout cas ou presque. Dans le cas certains n'y sont pas. Mais Ouais. bref, veut pas, il y a un contrôle qui est exercé, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec un dîner bien plate. Là. On va se le dire. Là. Bienvenue au podcast Intersection, le rendez-vous des passionnés de technologie et de leur impact sur la société d'aujourd'hui et de demain. Monsieur Jonathan Parent, Salut bonjour. Simon. Salut, ça va bien? Yes, super bien. Yes! Hey, saison 2, c'est reparti. On repart Ben ça. oui. Après un bel été, on peut dire un bel été, je pense. Hein? Ben oui, moi j'aimais ça. Ben oui, déconnecté. Il fait beau, crime. Tu sais, hein? On aime ça, on se sent vieux quand on parle de météo. I know. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, ça a l'air qu'on est rendu, Lorraine? Ça a passé comme un pet, comme on dit. Puis on a pris une petite saison de repos l'été. On a rechargé nos batteries. On repart ça de plus belle pour l'année à venir. On est bien excités. On s'est rencontrés pour jaser un peu avant l'été, après l'été aussi pour repartir le bal. On poursuit sur notre lancée, je te dirais, avec des invités aussi beaucoup cette année. On va miser là-dessus beaucoup. Joe. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui est ressorti un peu de notre côté. C'est qu'on a vraiment aimé les épisodes où on a apporté des gens à discuter des sujets précis et tout. Je pense que c'est les articles, pas les articles, mais les épisodes qui ont eu le plus de succès aussi. Fait que évidemment, on est à l'écoute de ça. On peut pas aller contre nos métriques. Donc oui, clairement, on va s'assurer d'ajouter là, des gens autour de la table. Yes. Puis, question de starter ça un peu en douceur, mais comme on n'a pas été là de l'été, d'ailleurs, il y en a certains qui nous le disaient cette semaine. Je recevais un beau courriel d'un auditeur qui nous disait, écoute, quand ça repart, là, on est dû pour un épisode d'intersection, alors ça repart maintenant. Yes. Mais on va y aller en douceur avec... on vous propose un espèce de petit top 3 décomposé un peu de ce qu'on a retenu de notre été, parce que ça en est passé des choses quand même bien qu'on avait les deux pieds sur une plage ici et là au Québec ou à Outre-mer. On s'échangeait quelques liens, là, Joe et moi, là, sur l'actualité technologique. Puis il y a plusieurs trucs qui se sont passés dans le courant de l'été, fait qu'on voulait dépeindre ça, peut-être un peu jaser de ce qu'on pense qui va se passer à l'automne ou certains trucs là, qui pourraient s'en venir. Là. Non, absolument. Écoute, c'est dur de débrancher complètement. Moi, en tout cas, je veux dire, même si je voulais, je pense que je ne serais pas en mesure de le faire. Donc, là, dans ce cas-ci, il y a des petites choses que j'ai vues passer. Puis, il y a des nouvelles qui sont, des fois, des nouvelles techno qui deviennent un peu des nouvelles un peu plus, disons, mainstream, qui finalement se retrouvent aux nouvelles. Moi, puis, celle qui a attiré beaucoup mon attention, elle est un peu plus récente dans l'actualité, c'est le fameux dîner qu'il y a eu à la Maison-Blanche avec les dirigeants techno. Donc, on parle plus d'une vingtaine de poids lourds là, qui se sont retrouvés à table à la Maison-Blanche avec notre bon vieux ami Donald Trump qui nous a donné un peu de sueur, je pense, pendant l'été. Hein? Écoute, salutations à tous les gens qui sont des entrepreneurs, qui ont des organisations qui traitent avec les États-Unis. Écoute, pas persuadé que ces gens-là ont passé une aussi belle été que moi. Là. Non, c'est ça. Fidèle à lui-même, d'un rebondissement à l'autre, Trump a toujours des nouvelles pour faire bondir un peu là, de notre côté. Et ce qui m'étonne aussi un peu, justement, ce fameux dîner-là, c'est un peu, quelque part, l'engagement massif, dans le fond, de la présidence de la Maison-Blanche, des Américains, envers le développement technologique. Donc, malgré tout ce qu'on peut dire de Donald Trump, lui, de son œil
d'hommes d'affaires, clairement, voit que c'est un secteur sur lequel, inévitablement, il n'y a pas le choix. Il doit investir, il doit développer, même s'il y a certaines de ces décisions, justement, parfois qu'on se dirait, bon, ben, faut être un peu plus rationnel, Donald. Mais de façon générale, dans ce cas-ci, ça fait du sens. C'est dans l'air du temps de développer davantage le monde numérique, à l'instar, par exemple, de développer l'industrie pétrolière, ce qui est un peu le genre de décision un peu étrange. Mais bref, se retrouver avec tous ces gens-là autour de la table, sens notable d'Elon Musk aussi, oui, qui n'était pas autour de la table, mais qui avait délégué quelqu'un de son organisation, quand même particulier, qu'on le veuille ou non, quand tu sais que l'horaire de Tim Cook, de Mark Zuckerberg, de Bill Gates, de Sam Altman, assurément doit être relativement complexe, que Musk lui dise « Ah, moi, j'ai pas le temps, sorry guys », quand même un peu particulier, là. Donc, assurément, je pense qu'il y avait peut-être un petit signal, un petit message qui était passé par Musk, étant donné qu'on sait là, que semble avoir le torchon qui brûle entre l'administration Trump et Musk depuis qu'il a quitté le Doge. Le Doge. Donc, je le montre un petit peu à l'écran pour ceux qui nous regardent visuellement. Là. Moi, je suis tombé là-dessus, j'étais comme, mon Dieu, mais quel... là, on voit un peu plus Tim Cook là, qui parle un petit peu, là, mais t'as énormément de représentants de la technologie un petit peu partout autour de cette table-là. On le voit moins bien sur cette clip-là, mais quand même, tu sais, on a-tu déjà vu ça? Autant de monde de la tech siéger autour du président. C'est un espèce de petit show-off, là. Tu sais, tout le monde, j'écoutais ça, tout le monde parlait de l'investissement là, devant M. Trump. Ah, il demande, toi, tu as mis combien d'argent? 6 milliards. OK, toi, ouais, là, on a mis 4, là, mais tu sais, l'année prochaine, il y en a plein. C'était comme une espèce de petite parade, là. Je trouvais ça limite malaisant, moi, là. Ouais, puis tu sais, moi, mon malaise est sur. Ben, en même temps, c'est pas un malaise, mais je me mets à la place de ces grands joueurs-là, puis je me dis, je suis invité à la Maison-Blanche pour un dîner, je me présente là. Je pense pas que j'ai d'agenda où je vais commencer à dire des choses qui vont aller, disons, à l'envers ou disons, à contresens des politiques ou des idées de Trump, là. Je peux pas vraiment me permettre ça parce que je le sais qu'il va y avoir des retombées négatives pour mon organisation. Puis c'est tous des grosses organisations, c'est des compagnies qui sont à la bourse ou en tout cas ou presque. Dans le cas certaines n'y sont pas. Mais bref, veut pas, il y a un contrôle qui a été exercé, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec un dîner bien plate. Là. On va se le dire. Là. C'était flat, pas mal. Ben oui, il n'y a pas personne qui a nécessairement osé remettre en question quoi que ce soit là-dessus. J'ai trouvé nécessairement que les interactions qu'on a vues, c'était plus des mini-monologues de chacun des responsables avec un peu Trump qui hoche la tête, mais pas persuadé de sa complète compréhension un peu des enjeux que ces brillantes personnes qui sont autour de la table sont en mesure d'amener sur l'investissement américain et sur l'économie américaine. Moi, ce que ça m'a fait réfléchir aussi, c'est, on en parle, puis tu sais, la souveraineté numérique, c'est un sujet d'actualité depuis peu. Absolument. Même si je pense la souveraineté en général aussi, même économique, donc de l'échange commercial entre les provinces, etc. Puis dans ce cas-ci, ben, on se rend compte quand on voit ça, on se dit OK, mais c'est vrai que je regarde tous les comptes que j'ai créés dans des projets ou des entreprises, puis ces gens-là, ils étaient tous au lunch là. Fait que c'est comme OK, mais c'est vrai que dans le fond, les cordons de tous mes produits puis les outils que j'utilise est entre les mains américaines. Puis j'ai hâte de voir comment le futur va se développer par rapport à ça. Est-ce que justement, on va passer éventuellement à un futur président américain après l'ère Trump où on va revenir à un peu à des relations Canada-États-Unis plus cordiales puis que on va un peu effacer ça de l'ardoise ou non au contraire il va y avoir finalement un peu des traces qui vont avoir été qui vont rester profondes un peu dans l'esprit canadien sur l'idée que attends non il faut qu'on développe nos propres outils puis il faut qu'on arrête de dépendre dans le fond des États-Unis pour ça puis surtout à l'ère de l'IA. J'espère qu'on va apprendre. J'espère, d'un point de vue personnel, qu'on va
qu'on va être plus soucieux dans nos choix. Je pense que c'est pas demain la veille là, qu'on va être capable de tout couper là, puis avoir. On a parlé déjà un petit peu, mais tu sais, d'un matin avoir une suite Google, une suite Office toute faite canadienne, là, tu sais, puis le cloud à 100% souverain, québécois, canadien. Good luck with that, là, je pense. Là, c'est des gigantesques infrastructures qui sont construites aux États-Unis qui permettent d'avoir une accessibilité puis des prix qui sont hyper concurrentiels. Fait que de reproduire ça de notre côté, la frontière, éventuellement, je sais pas. Par contre, c'est ça amène, je pense, à avoir un regard critique sur nos choix qu'on fait. Je pense que la population est de plus en plus consciente des choix qu'elle fait au niveau des outils technologiques et des impacts que ça peut avoir, là. Ben écoute, moi, j'aurais tendance à croire aussi que je serais curieux, tu sais, des fois pour une équipe de hockey, souvent, moi, tu sais, j'aime le hockey. Je suis désolé de la parenthèse. On va regarder l'équipe qui a gagné la Coupe Stanley comme Canadien, puis on va dire c'est quoi le pourcentage de joueurs canadiens qui étaient dans l'équipe. Fait que souvent, on se console en se disant, hey, ben anyway, même si on n'a pas gagné, c'est pas une équipe canadienne qui a gagné la Coupe Stanley, ça reste qu'au final, il y a à peu près 40-50% de l'équipe que c'est les Canadiens. Mm-hmm. Je me pose la question aussi des fois sur le nombre de joueurs étrangers et disons, le nombre de développeurs étrangers qui participent, dans le fond, au final, au développement des projets américains sur lesquels moi je travaille, que j'utilise au quotidien. Donc, c'est pour ça que je ne m'arrête pas. Tu sais, on a tendance justement à se dire, ouf, hey, ça va être compliqué pour nous, ça va être long de développer peut-être des pendants et tout ça. Ben, peut-être pas tant finalement. Tu sais, si on réalise que probablement qu'il y a beaucoup de talents canadiens qui malheureusement se ramassent à travailler peut-être au profit justement de projets américains, mais qu'en réalité, quand on regarde ça, on a peut-être les talents qu'il faut, c'est juste que l'investissement ne s'est pas fait nécessairement ici parce que, bonne entente étant avec nos voisins, nos amis américains, ben écoute, le produit il a été lancé, puis évidemment, ils ont une industrie beaucoup plus réactive, le monde des startups est, tu sais, quelque part, on pourrait dire quasiment né, issu des États-Unis, donc c'est certain qu'il y a ce côté-là. Mais bref, au final, moi, je pense que on a le talent, on a la possibilité de le faire. Après ça, c'est sûr que le temps est un enjeu, mais à l'heure de l'IA, je pense que là, maintenant, ce qui est le fun, c'est que on a un peu un shake and bake possible. C'est-à-dire que là, tout redevient soudainement accessible. Là. Tout est possible. Donc, j'espère qu'on va être capable là, de tirer profit de tout ça. Parce que pour une fois, cette idée-là, ce concept-là, et pas juste dans la tête des développeurs, fait partie aussi de l'esprit politique. Donc, les politiciens commencent à s'en conscientiser, puis le citoyen commence à se dire, ouais, c'est vrai que peut-être que ce serait bien qu'on travaille avec des outils chez nous aussi. Fait qu'on a un trio là, qui commence à devenir intéressant peut-être pour que ça se passe. Potentiellement, pendant que tu parles, j'en montrais un qui est bien en liste en ce moment. Je ne sais pas à quel point on en avait déjà parlé un petit peu, mais Cohere, C-O-H-E-R-E, qui est un penchant canadien à tout ce qui se fait chez OpenAI. Donc, c'est vraiment une plateforme d'intelligence artificielle comme on la connaît, qui se veut canadienne, qui se veut développer ici, qui mise beaucoup sur la souveraineté canadienne au niveau de ça. C'est pas mal jasé celle-là. Il y a beaucoup d'entreprises qui réfléchissent à utiliser ce genre d'IA-là à même leur service ici au Québec, au Canada. Fait que ne sait-on pas. Ça se peut qu'on aille vers des choses un petit peu plus canadiennes, en effet. À suivre, à suivre. Oui, ce qui m'amène peut-être à jaser côté AI. En fait, moi, beaucoup de choses qui m'ont marqué cet été tournent autour de la suite Google, de certains produits Google qui, là d'ailleurs, les amis, là, je pensais à ça hier en préparant le show un peu, là. Je dessine. Je vois se dessiner une bataille un peu seulement à deux là, en ce moment au niveau de l'AI. Il y a Google qui a démontré qu'il partait beaucoup plus loin, qui a rattrapé vraiment, puis qui est même à la limite en train de surpasser les outils de chez OpenAI. Tout ce qui a trait à l'IA génératif. Dans les 3-4 derniers mois, là, Google nous a sorti des affaires champ gauche qui font qui ramènent, là, on dirait, c'est quoi, c'est la tortue et le lapin, là, en tout cas la course, là. Le lièvre et la tortue. Oui, c'est ça. Le lièvre et la tortue. T'étais pas loin. C'est ça. Puis, en fait, dans les choses, moi, qui m'ont fait capoter, il y a Google qui a sorti Google Genie. Genie, donc G-E-N-I-E. Je vous en montre un petit bout live là. Je vais y aller avec ceci qui est comme ceci.
Donc, pour ceux qui ne le voient pas nécessairement à l'écran, là, c'est de l'IA génératif, mais on part d'une image. Donc, ce que vous voyez présentement à l'écran, c'est parti d'une seule image et on peut se promener dans l'image et se promener dans un monde virtuel qui est créé à partir d'une seule image en ce moment. Donc, ce serait de dire que je pourrais prendre une photo de mon background ici, de où je suis présentement. En fait, il y a quelqu'un qui me prend en photo présentement, met ça dans Genie, et à partir de là, Genie va anticiper à quoi ressemblent les murs autour, va pouvoir aller se promener par là-bas, va monter en haut de la maison pour finalement redescendre et revenir à des endroits qui demeurent les mêmes. Donc, vous voyez, si ça, c'est le meilleur exemple. Quelqu'un qui peinture un mur, il se tasse, la trace de peinture est encore là, il revient ensuite, la trace de peinture est toujours là. Donc, on parle d'un IA c'est quasiment rendu un peu comme un jeu, à quelque part. Il va anticiper tous les bâtiments. Oui, il invente certaines affaires, mais il y a une cohérence. Il y a une cohérence de choses. On peut maintenant prompter aussi en même temps. Là, on voit ici une petite rivière où on se promène. Et puis là, fais-moi, en même temps que je passe, montre-moi un gars qui passe en jet ski. Puis, fait que, oui, c'est ludique un peu, mais ça démontre, je pense, un pan que moi, je n'avais pas vraiment anticipé, là, je te dirais, là, de partir d'une image puis de dire on va se promener dedans comme un jeu vidéo. C'est un peu hallucinant, là. Ah, vraiment, c'est super intéressant. Puis, tu sais, j'imagine que les gens qui sont dans le monde du cinéma, tu sais, il y a un potentiel super là, à utiliser ce genre d'outils-là, j'imagine, dans un contexte créatif, puis de voir, mais c'est fascinant. Puis, tu sais, la qualité de l'image qu'on peut voir aussi dans Genie est impressionnante, là. On n'est pas dans quelque chose où on sent énormément que ça fonctionne pas. Tu sais, oui, c'est sûr qu'on voit que tout est très, très propre, très, très liché, mais au final, ça reste que on a le goût d'y croire, là. C'est vraiment, là. Comment... J'allais dire, on se rappelle de Will Smith qui mangeait son spaghetti. C'était archi dégueu il y a 1 an ou 2. Là, on est rendu ailleurs, là, complètement. Non, vraiment, vraiment. Fait que, non, très, très beau produit. Hâte de voir maintenant de quelle façon est-ce que ça va être déployé. Parce que, tu sais, ça aussi, c'est ce qu'on sent là, de Google. Ils ont comme un historique on lance plein d'affaires. Puis, à un moment donné, on va voir ceux qui vont passer la cote, comme on dit. Donc, hâte de voir le futur de Genie. Dans la même veine, puis je poursuivrai, Joe, si tu permets, au niveau de Google, ce qu'ils ont sorti, ils ont sorti il y a quelques semaines, là, c'est très récent, un IA génératif d'images qui s'appelle Nano Banana, c'est le nom de code, qui est, je pense, Flash 1.5 ou 2.5. Bref, là, 2.5. 2.5 ans. Dans l'IA, ils ont comme toujours des noms de code, là, mais là, eux autres, ils ont donné un codename Nano Banana pour s'en rappeler un peu plus. Qui là, instantanément, sur la tribune, c'était comme Photoshop est mort, guys. Là, je veux dire, tu peux maintenant prompter, faire des choses assez incroyables. Je vous donne un simple exemple qui est juste ici. On parle on peut déposer plusieurs images. Je vais vous montrer ça un petit peu comme ça. La personne qui est là, en fait, ce qu'elle a fait, elle a simplement déposé... Un genre de mood board. Un mood board. Différentes images. Ouais. Exact. Tu t'en vas sur le web, tu dis, OK, moi, là, ma prochaine campagne de publicité de ma BMW, je vais vouloir avoir une fille qui est rousse avec des freckles, qui porte telle affaire, telle casquette, il y a un chien, il y a une paire d'écouteurs, il y a un bracelet, un perroquet rose. Tu garoches ça, tes 10 fichiers, ta dizaine de fichiers dans Nano, Banana, et en dedans de 6 secondes d'écart, ben, tu te retrouves avec cette image-là qui est pas parfaite, mais quasiment imparfaite. Quasiment parfaite, je veux dire, là, dans le sens où on s'approche de quelque chose de très, très fort, très, très difficile de distinguer à l'œil que c'est de l'IA. Là. On rentre dans un monde où c'est très, très, très difficile à distinguer. Ah non, c'est absolument génial ce que ça permet comme rendu. Là, c'est bluffant. Puis plus ça va, ben, plus on va être bluffé. Il faut s'y faire. Je t'envoyais un peu dans la même veine un peu plus tôt, mais je peux pas dire ça. Je pense pas que ça a été fait avec Nano Banana pour l'instant, mais la chaîne Forever 21 que tu connais, qui est une chaîne de vêtements, dans le fond. Eux, sur leur site, maintenant, on peut voir des vidéos de mannequins qui font du catwalk avec les vêtements que tu peux acheter. Et sans grande surprise, ce sont des produits de l'IA. Donc, on vient d'amener exactement le genre
d'idées que, comme tu l'amènes, ça, hey, ben tiens, on a pris des morceaux de vêtements, on a dit crée-nous un personnage, mais tel soulier, etc. Puis pop, on se retrouve avec, dans le fond, un produit. Fait que de ce côté-là, c'est absolument fascinant ce que ces outils-là proposent comme possibilité d'avenir. Là. C'est assez incroyable. Puis pour ceux qui sont bien curieux, là, j'ai fait le test pour moi. J'ai fait le test moi-même, donc pour ceux qui veulent me voir avec une espèce de molette blonde, c'est disponible sur les interwebs grâce Pas à Nano Banana. certain que les gens veulent voir ça, mais c'est correct. Les gens sont curieux, c'est disponible. On le pousse à tout le monde. Mais ce que tu m'avais envoyé comme information, je trouvais ça intéressant parce que dans le post que tu avais envoyé, l'espèce de fast fashion où est-ce que j'ai perdu c'est pas tant mon monde, le linge tant que ça, mais je sais que c'est Shein, S-H-E-I-N, qui est une espèce de usine à linge très, très asiatique qui sort du linge en malade mental, très, très dans le tu portes, tu mets au vidange, là, tu sais, c'est très, c'est pas super éco-friendly, là, la patente, mais ils sortent du linge, puis ça te prend maintenant une espèce d'usine tu sais, avant, là, on parle du modèle old school, va te chercher des modèles humains, sans show, là, tu sais, là, qui vont mettre le linge, puis ils vont faire une photo session. Là, c'est comme c'est un pan d'un certain métier qui vient de prendre le bord. Puis surtout dans une ère où tu crées du linge à profusion non-stop, c'est bien moins compliqué là, à générer du média créatif, là, du média publicitaire par rapport à ça. Et justement, dans l'article, entre autres, ou dans que la personne propose sur LinkedIn, la nouvelle de Forever 21, il disait qu'à quelque part, la métrique qui surveille, c'est clothing item per hour. Fait que le nombre d'items que tu es capable de prendre en photo à l'heure pour des entreprises comme Shein, tout ça, parce que l'objectif, c'est de publier puis de déployer le plus de produits possible. Ça fait que là, on passe de, comme tu dis, de pas monétiser, mais de monopoliser des gens, de bâtir un studio, de prendre ces photos-là, de faire un certain traitement, puis de les rendre disponibles à tu peux prendre une photo sur le coin de la table, puis en générer une version professionnelle en quelques secondes. Donc, ça a un impact absolument, absolument majeur. Là. Je serais curieux d'ailleurs d'entendre des joueurs comme Simons là-dessus, là, comment ils voient un peu ce genre de trends-là arriver. Là. Donc, c'est vraiment, ça va avoir un très, très gros impact sur cette industrie-là. Là. Ça, c'est assurément, ouais. Absolument. Puis, peut-être pour rapper là-dessus, tu sais, là maintenant, les gens au niveau de cette IA génératif-là sont très inventifs sur comment ils vont utiliser les trucs. Je nous en donne un autre exemple. Là. En fait, je parle d'un autre outil de génération de vidéos de Google qui est sorti il y a quelques semaines déjà. Si je vais avec ceci qui est juste là comme ça. Dans le fond, là, c'est rendu que on peut merger deux affaires là-dedans. Tu crées une simple image dans Nano Banana et tu envoies ça dans Google VEO3, pardon, pour générer des vidéos. Et là, on voit ici une espèce de film à la Disney qu'on part uniquement d'une image statique qui a été faite dans un IA, on la garoche dans un autre IA de vidéo et on crée une espèce de film à la Pixar en quelques minutes. Ça me fait flasher sur les publicités de IGA. Ça marche plus, là. C'est exact. En fait, ça marche, oui, mais c'est juste que j'imagine l'argent qui a été investi à développer, modéliser des personnages puis à les animer. J'ai comme l'impression qu'avec les deux outils que tu viens de me nommer là, avec Nano Banana puis VO3, je peux probablement reproduire ou lancer d'autres modèles de cette publicité-là vraiment beaucoup moins cher et beaucoup plus rapide. Là. C'est fou, là. Fait que bon, il y a un pan, il y a une couple d'équipes chez Cossette là, qui viennent de perdre leur poste là, en voyant ça. Là. Alors, c'est vraiment, ça, c'est vraiment impressionnant. Donc, tu sais, c'est de dire que la création de médias n'importe qui peut faire de très grandes choses qui étaient faites originalement avec simplement qui étaient faites avec une équipe complète, là, une très grande équipe. Puis petit clin d'œil là, que je fais rapidement là, parce que cet été, si vous n'avez pas vu ça, moi ça m'a flashé. La première chose que j'ai vue, je suis tombé sur cette vidéo-là. Je vous la montre à l'instant. On voit ici des lapins sur des trampolines. Moi, je suis tombé sur mon feed là-dessus, je capotais, j'étais comme c'est donc bien drôle, genre 8 lapins sur une trampoline avec une caméra de nuit, genre dans une cour, qui ont trouvé le party, c'est là que ça se passe, puis ils font comme hey, c'est là qu'on s'amuse la nuit.
pour vrai, sur la première écoute, j'étais comme, c'est vrai cette histoire-là? Jusqu'à temps que j'aille dans les commentaires, puis que je réalise que non, en fait, puis on a vraiment un commentaire qui est excellent ici. Tu sais, en 2023, c'était real or fake. En 2024, real or cake. Je ne sais pas trop pourquoi cake. Là, peut-être c'est une autre parce affaire. qu'il y a une émission américaine en fait oui, sur c'est Netflix où est-ce qu'il faut que tu détermines est-ce que c'est un vrai ou Exactement, ouais, c'est ça, ils coupent de quoi, puis finalement, c'est un gâteau ou pas. Puis en 2025, c'est vraiment, on est à real or AI, là, tu sais, puis ultimement, c'est de l'AI, parce qu'à un moment donné, tu vois, si tu fais le compte, il y a un lapin à un moment donné qui disparaît dans le compte, mais tu t'en rends pas compte nécessairement. Ah ouais, je l'ai vu. Ouais. Mais oui, si tu n'y portes pas attention, puis tu y vas vite, tout ça. Puis moi, en fait, le commentaire que j'apprécie le plus là-dedans, c'est I hate 2025, le deuxième. Ouais. Oui, c'est peut-être le sentiment des gens qui font comme « Oh mon Dieu, mais ma vie devient difficile parce que je consomme du contenu, puis là, c'est dur de savoir si c'est du vrai ou c'est de l'AI. » Et c'est incroyable. Puis il y a un gars qui a fait une chanson là-dessus là, qui dépeint le fait, il décrit son émotion du moment quand il est tombé là-dessus. C'est un gars qui faisait une chanson par jour pendant genre toute une année, puis il a tapé des 10 millions de views là, sur sa chanson. Une excellente chanson. Et dernier truc que je veux partager qui est un truc au niveau de l'enseignement. Puis là, je vais juste sortir d'ici. Je vais faire un stop comme ça. Bon, regardez, je ne le montrerai pas, il est un petit peu plus loin. Il y a moyen de faire de nouvelles mécaniques, un peu des nouvelles tendances. En fait, je vous explique, c'est que vu que c'est facile de générer une fausse image, genre je peux générer moi avec Eminem. Je peux générer Eminem tout seul. Je peux faire que Eminem, il tient une banane. Je peux faire que Eminem, il est dans ma voiture. Je peux faire qu'Eminem, il marche sur Grande Allée. OK. Si grâce à une photo comme ça d'Eminem, je peux après ça générer une vidéo avec un script complet. Il y a certains, il est rendu qu'il y a certaines chaînes sur YouTube que c'est des deepfakes comme ça, qui sont extrêmement réalistes, d'apprentissage pour les jeunes. Genre suivre une classe de mathématiques de secondaire 3, tel cours, mais c'est Drake qui te fait le cours. C'est Eminem qui te fait le cours. C'est, je sais pas moi, tous les artistes que les plus jeunes que nous écoutent. Là. Fait que, et donc, il y a un trend là-dessus là, qui est très fort où est-ce que l'éducation se fait par des deepfakes. Bon, la promesse serait que les jeunes vont plus écouter puis plus suivre un peu ce que Drake leur dit, plus que la prof. J'en suis pas certain. Mais je suis tombé là-dessus, ça m'a fait quand même sourire et réfléchir. Et d'un, c'est sûr que c'est pas super légal de garocher Drake à grandeur qui t'apprend l'algorithmie. Et bon, si ça permet à certains d'apprendre un petit peu mieux, ça m'a fait sourire. C'est intéressant, effectivement. Écoute, mais bon, tu as des enjeux, effectivement, éthiques, légaux et tout, quand même, pour un très majeur de ce côté-là. Là. À la pelleterie, là, vraiment, vraiment. Écoute, moi, tout ça, là, ça m'amène à une grande question, puis je sais pas si tu connais Cory Doctorow. Je vais à part si tu m'avais dit oui, là, je t'aurais trouvé vraiment hot, honnêtement. Aucune idée. Écoute, Cory Doctorow, il a fait un article de blog là, en novembre 2022. Il a inventé le mot enshittification. Oui, on en a parlé l'autre fois, oui. Mais moi, ce que je me demande, là, c'est est-ce qu'on est conscient un peu de comment dire, l'intérêt qui va continuer de diminuer majoritairement envers les contenus qu'on trouve en ligne? On le sait, là, on regarde ça aller à l'heure actuellement. Tu regardes ton Instagram, ton feed, tu regardes. Puis là, tu es à te poser la question si c'est du vrai ou c'est de l'AI. Moi, je me demande, est-ce qu'à long terme, il va y avoir un désintérêt pour ce genre de plateforme-là parce qu'on se dit, écoute, je peux plus vraiment en suivre, même sur LinkedIn, tu sais, on en entend parler, puis j'ai pas les métriques fraîches devant moi, mais combien de pourcentage de publications qui sont faites, qui sont générées par AI, même de façon automatique, avec des, etc. Fait que, comment est-ce que la clientèle, on dit que la population en général va réagir à partir du moment où ils sont de plus en plus conscientisés que ce qu'ils voient, en apparence, il y a de très fortes chances que ce soit faux. Moi, je le redis ici, là, mais j'anticipe un Eldorado un jour, une espèce d'île où on va aller se réfugier. Et sur cette île-là, il n'y aura pas de contenu AI and it will be certified. Puis les gens vont payer pour avoir du contenu de qualité, du contenu original de qualité,
Il n'y a pas eu d'AI qui est passé par là. Je pense qu'on enchitifie s'il vous plaît, le web. The web is dead, tel qu'on le connaît présentement. Puis là, je rajoute une couche. Là. De plus en plus de gens transigent vers des résultats de recherche avec un moteur à la ChatGPT. Google a sorti dernièrement, moi je l'ai vu là, le AI Mode existe, là, Big and Bold. Les gens recherchent, on leur pousse quelque chose qui est là, qui est généré en IA. Il y a de la pub qui va embarquer là-dedans aussi. Là. Watch out les chums, dans pas long, la pub va embarquer dans votre feed. Ils vont trouver une manière de te garocher de la pub là-dedans. Bref, je dévie un peu, mais je pense qu'on va payer pour des endroits sains, purs, sans IA, sans trop de pub, puis une espèce de safe zone un peu plus, là, parce que ça devient bien trop bordélique tout ça. Là, le World Wide Web free, ça va disparaître. Là. C'est-à-dire que à quelque part, si j'ai une startup aujourd'hui ou j'ai un projet, je veux dire, moi, j'y vais en mode subscription parce que le modèle, c'est qu'il faut que dans le futur, je garantisse une qualité de contenu ou de matériel qui va être AI free. Donc, c'est comme si à quelque part, là, c'est ça, on regardait dans le rétroviseur et on se disait, ben le bon vieux temps où le contenu était gratuit, puis on le voit déjà dans le monde des médias, par exemple, certaines passerelles ou certains murs payants, etc. Donc, effectivement, je pense que c'est un bon angle. Est-ce que c'est cet angle-là, justement, qui fait que va devenir un peu la fameuse île dont tu parles, que si on veut être certain un peu de ce qu'on consomme, on n'aura pas le choix de payer. Donc, très intéressant, très, très hâte de voir est-ce que ça va s'avérer. Je le sais pas, dans le sens où je le souhaite pas tant d'un certain côté parce que je pense qu'il y a quelque chose de sain dans l'idée de partager des contenus puis du matériel et tout. Mais à l'heure actuelle, je vois pas comment est-ce qu'on va pouvoir se cacher ou comme tu dis, de se prémunir un peu de tous ceux qui pourraient utiliser les AI pour utiliser ces contenus-là, etc. Donc, écoute, si j'avais une boule de cristal, j'aimerais bien savoir là, dans 5 ans où on va être rendu avec ça. Mm-hmm. Peut-être juste une brève parenthèse, je le redis ici aussi, mais je relisais que chaque truc AI qui est généré avec les produits de Google a une signature qui est cachée dans le contenu. Fait que donc on en a parlé un petit peu il y a quelques mois, là, mais ça se solidifie cette mécanique qui met une signature cachée dans le fichier qui démontre que c'est de l'AI. Mêlé à tout ça, on va aussi avoir des mécaniques pour savoir quand c'est de l'AI, puis on risque de prendre une débarque quand on va vous réaliser qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont... On va même plus besoin de devoir se demander, ça va pouvoir nous l'être montré que qu'il y a de l'AI à l'intérieur. Là. À suivre. Écoute, super intéressant, vraiment. Yes. Écoute, sinon, moi, deuxième nouvelle qui a vraiment attiré mon attention, c'est un peu tout le branle-bas de combat qu'il y a autour la possible, en fait, sur votre cachette, on le sait que ça va arriver, production d'un dispositif AI là, qui est un peu ce qu'on voit peut-être chez Apple comme la suite d'un projet comme le iPhone, qui est un produit qui serait lancé, qui serait absolument... nouveau genre, dernier cri, qui relancerait un peu tout le monde du hardware matériel. Comme vous le savez, ou du moins si vous avez écouté nos anciens épisodes, on en a parlé avec I.O., qui a été la startup de Johnny Ive, qui fait maintenant partie de OpenAI. Il y a eu un paquet de lawsuits qui ont eu lieu dans les dernières semaines, les derniers mois. Comme on peut dire, l'expression populaire de shit hit the fan. Dans le sens où, là, les gens qui sont encore dans I.O., il y en a certains qui sont partis. Là, Johnny Ive, I.O., OpenAI sont pas contents parce qu'ils disent qu'ils ont amené avec eux de l'information et ont peur que, exemple, Apple ou Google se mettent à développer un produit plus rapidement basé sur l'information qu'ils ont acquis au moment où ils étaient avec Hive, etc. Donc là, on se retrouve là, dans une tempête parfaite de savoir
on a des transfuges qui passent d'OpenAI il y a Meta aussi qui est là-dedans, etc. Donc, on sent là vraiment qu'il y a une course littéralement à qui va lancer, dans le fond, le premier device. Puis moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est que je pense que le premier à le lancer, il se gros, là, tu sais. Parce que c'est lui qui va, comment dire, qui va set the tone, qui va comme... Paver la voie, là. Exact. Puis tu sais, qui va faire en sorte que ceux qui travaillent peut-être sur un produit actuellement puis qui ne se sentent pas encore tout à fait prêts à le sortir, ben ils vont faire « Ah, ben on est bien positionné, on avait déjà de l'avance, on est déjà rendu à un stade où ce qu'on va lancer présente des features où il est une longueur d'avance sur ce qui a été lancé. » Mais là, j'imagine qu'à l'heure actuelle, ils se regardent tous et se demandent qui va lancer le premier, même si déjà OpenAI a fait disons, un geste un peu plus grand sur l'idée qu'il s'en venait avec quelque chose là, à l'automne. Là. Donc, on y arrive. Là. Moi, il y a un mot qui me vient en tête, c'est l'adoption. C'est tellement le genre de device qui vient... qui n'existait pas tant avant, là. Fait que là, juste pour nous rappeler un peu, j'ai montré des images tantôt, mais tu sais, c'est spéculatif. Il y a personne qui sait exactement à quoi ça va ressembler, là. Mais ce que les gens ont en tête, c'est une espèce de pendentif, là, que somehow supporte autour du cou, à quelque part, qui va voir et écouter tout ce que ta vie, tu sais. Dit-il simplement. Quelque chose comme ça qui va voir écouter toute ta vie. Voilà. C'est banal. Puis la réponse, c'est pourquoi. La question, c'est pourquoi. Ben, parce que tu vas pouvoir prompter ta vie. Tu vas pouvoir questionner ta vie. Puis l'intelligence artificielle va pouvoir te donner des cues sur hey, dans le meeting que j'ai eu à 3 heures, je rencontrais Stéphanie, puis ça n'a pas bien été. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Oui, à la lumière de ce que je t'ai entendu dire, tu aurais dû tourner à gauche ou tourner à droite quand tu as dit cette phrase-là. Là, je reviens à mon terme, l'adoption. Est-ce que les gens vont... Bon, toi puis moi, on va être les 2 premiers crinqués à s'en payer un pour l'essayer, là. Ben, peut-être. En tout cas, moi, ça m'intrigue. Et l'adoption widespread. En même temps, là, je m'écoute parler, je me dis, ben, tout nouveau device, il y a toujours une courbe d'adoption là, qui est là. Tu as toujours les espèces de early adopters, là, des Joe et Simon de ce monde-là, qui achètent le device quand c'est en bêta là, parce qu'il est très bien raide. Mais avant que ça se rende à ma grand-mère qui n'a dans son cou, ouais. Good luck, my friend. Non, ça va prendre un petit bout, là. T'sais. Exact. Oh, oui, absolument. Mais est-ce que ce genre de technologie-là, moi, je regarde ça de l'extérieur puis je me dis, on est un peu en train de se construire des cerveaux pour la robotique. Donc, là, on parle d'un petit device effectivement que tu portes dans le cou, une clip ou whatever, qui va ramasser de l'information sur toi, qui va être en mesure d'écouter pour toi, de voir pour toi, puis de te faire des propositions basées sur ta vie. Ben, écoute, mets-y 2 bras, 2 jambes. Ouais. On commence à rentrer dans une ère vraiment fascinante de ce qu'on voyait quand on était tout petit, comme étant quelque chose du futur, comme la robotique. Donc, moi, ça me fascine énormément. J'ai vraiment très, très hâte de voir à quel moment est-ce qu'ils vont lancer quelque chose avec ça. Ce qu'on sait aussi, c'est que la seule information qu'on a par rapport à quoi ça peut ressembler, c'est que Sam Altman, en tout cas du moins dans le projet I.O. avec Hive, on dit que c'était quelque chose qui était tellement beau qui ne nécessitait pas qu'on mette une coque ou quoi que ce soit. On parle de quelque chose dans les documents juridiques, on parle de non auriculaire, donc il n'y a rien qui va se mettre ou une oreille ou quoi que ce soit. Non portable classique, donc c'est quelque chose qui ne sera pas classique. Donc c'est vraiment... est-ce que ça se tient dans une poche? Est-ce que ça se porte avec un necklace? Est-ce que ça se porte avec... Donc, très, très intriguant, mais j'ai surtout hâte vraiment de voir à quel moment est-ce que quelqu'un va le faire. Puis, tu sais, j'ai comme l'impression que ça doit travailler très, très fort chez Apple. Très, très fort. Je pense qu'ils veulent probablement utiliser cette grande innovation-là pour resolidifier un peu la fin de l'ère iPhone, si on peut dire. Puis, tu sais, je beurre fort là, en disant ça, mais au sens large, dans le sens où l'appareil mobile, là, à un moment donné, à part rajouter 8 caméras puis mettre un AI dedans, tout le monde est rendu qu'on peut le faire. Fait que c'est plus une lutte d'hardware et non plus une lutte d'innovation proprement dit. Donc,
très intéressant. Vraiment très hâte de voir où ce petit gadget-là va nous amener et quand est-ce qu'on va pouvoir voir le premier. Parce qu'il y en a eu, là. Il y en a eu certains qui se sont essayés, qui ont lancé des épingles, une fameuse petite pin, une épinglette. Tous les projets ou presque sont tous morts. Il en reste très peu. Vraiment, bien curieux de voir à quel moment est-ce qu'on va pouvoir voir ça. Tu sais, je poke notre chum Child avec ChatGPT 5. Tu sais, en quoi ça pourrait être utile OpenAI IO? Tu sais, bon, gain de productivité, automatisation de tâches répétitives. Ouais, OK. Je suis pas sûr qu'il a pigé à 100%, mais assistant personnel intelligent. Bon, aider à organiser sa vie, son agenda, des notes. OK. Apprentissage en continu, poser des questions sur n'importe quel sujet. Accompagnement pédagogique. Génération d'idées, support créatif. De la prise de recul, suggestions pour améliorer son équilibre de vie pro-perso, sa gestion du temps et son organisation, rendre le savoir et l'accompagnement personnalisé accessible à un plus grand nombre sans coût élevé. Pas fou. Tu sais, imagine si ce device-là, ça coûte une beurrée d'une bouchée de pain. Là. Ouais, moi j'ai plus, je pense, tu vois, j'aime bien ton lapsus. Moi, je pense que ça risque plus de coucher une beurrée qu'une bouchée. Ouais, c'est ça. J'aime ça. Ouais, c'est ça. Ça sera sûrement pas une affaire qui coûte rien. Non, c'est ça. Ouais, vraiment pas. Puis, mais en même temps, quand tu penses à ça, c'est ça. Présentement, tu peux tout faire ces trucs-là avec ChatGPT live en le promptant sur ton ordi, mais là, ça devient juste comme un support qui te suit, qui est là. Fait que il y a bien moins de barrières à t'asseoir avec ton laptop. Tu sais, je vous ai demandé, si je veux poser des questions à ChatGPT sur un aspect de ma vie, d'un, il faut que je prenne le temps, il faut que je vienne m'asseoir à l'ordi, il faut que je désigne qu'est-ce que je vais lui dire, il faut que je le mette en contexte assez bien, parce que sinon, il n'y a pas eu tout le contexte. Fait qu'on a une espèce de fast track grâce à ce device-là sur un contexte. Fait que ça va beaucoup plus rapidement. Puis tu te trompes pas trop. En tout cas, ça peut être le fun. Ça peut être le fun, mais ça doit être assez majeur comme breakthrough, là, ce qu'il essaye de faire. C'est. Ouais, ben, et puis tu sais, on le sait, là, il y a la possibilité maintenant d'installer des petits LLM, des petits outils, c'est littéralement sur des appareils qui sont offline, qui sont non connectés. Donc, quelque part, l'enjeu qu'on voit avec ça, c'est la réactivité d'un retour si on a une connexion ou quelque chose à faire. Donc, on pourrait penser qu'on serait capable de traiter de l'information puis des réponses beaucoup plus localement, puis que ces apprentissages-là aussi seraient stockés localement sur l'appareil, etc. Non, écoute, c'est un avenir très fascinant autour de ça. Peut-être légère parenthèse, là, Joe, je t'avais pas informé de ça, là, mais en fin de semaine, j'ai installé sur mon laptop en local Gemma 3N, qui est un LLM de Google qui est faite pour des ordis pas forts. Genre, moi, mon MacBook Air date d'il y a 4 ans et demi et étonnamment, ça roule très bien. Alors, je roule en offline mes affaires, puis je ne dépends pas de personne. C'est sûr que je ne peux pas faire rouler 38 onglets de Chrome en même temps. Là. Je l'utilise quand mon ordi est fraîchement restarté, mais ça fonctionne très bien. Le mode offline devient de plus en plus accessible. C'était ma petite parenthèse du moment. Très cool. Écoute, puis tu m'amènes avec tout ça un peu sur, merci du proxy. Yes. Tu m'amènes dans le fond sur ma troisième nouvelle qui a attiré mon attention, plus à l'échelle locale ici à Québec. On s'en va vers des élections municipales. Et dans le fond, ben, qui dit élection municipale dit tout le temps un peu qu'est-ce qu'on fait pour ressortir dans les médias, comment on se positionne, etc. Et je pense que se positionner par rapport à l'IA est un élément qui peut être intéressant parce que, bon, qu'on le veuille ou non, l'IA, ça polarise. Donc, il y a des gens qui trouvent intéressant de voir qu'il y a du développement, mais de l'autre côté, il y a des gens qui sont, disons, très réfractaires, disons, qui ont peur un peu du développement, puis c'est tout à fait compréhensible. Mais là, ça s'invite, dans le fond, dans la campagne. On a eu le parti de Mme Smith qui ont sorti dans les médias en appelant les partis politiques locaux de faire attention et d'éviter l'usage de l'IA dans le cadre de la campagne.
puis même aussi de limiter même l'utilisation des médias sociaux en soutien un peu à quelque part à l'idée d'investir plus dans les médias hyperlocaux, dans les médias locaux, plutôt que d'investir dans le fond chez Meta ou les grandes entreprises. Donc, comment tu vois ça, toi? Je suis pas d'accord, moi. J'aime ça. J'aime cette couverture locale que tu m'apportes. Je suis pas d'accord. Je suis mitigé, je suis nuancé là-dedans. Je sais pas que je suis pas d'accord, là. Demain matin, toi et moi, on a un parti local qui va être je sais pas, le parti numérique de la capitale, mettons, OK? Le PNC. Le PNC. On rêve, Right. OK? Oui. Ben, écoute. Je peux-tu être ton colistier? Vas-y, OK? OK, T'es mon ça marche. colistier, OK? Nice. Ben, écoute, on va faire tout ce qu'il faut en notre pouvoir avec le peu de moyens qu'on a pour se faire connaître. En tout cas, moi, ça serait mon angle. Puis, crime, si j'ai pas tant de cash, puis je start from the bottom, là, ben, je vais utiliser des outils génératifs qui coûtent une bouchée de pain pour générer du contenu, me faire connaître. Tu sais. En fait, je ferais une espèce de blend d'authenticité, mais je veux dire, quand tu es à faible revenu, tu vas aller chercher des outils pour te propulser un peu plus loin, mais en gardant une certaine authenticité dans le processus. Fait que je serais là, moi, plus que de dire écoutez, guys, j'appelle au calme, là, pas trop de médias sociaux, puis ça serait le fun que personne génère une image sur ChatGPT pour la garrocher sur un panneau de Coroplace sur Grande Allée, là, tu sais. Écoute, moi, ce qui me rend un peu ambigu là-dedans, mettons, c'est de savoir que je te donne l'exemple avec les restaurateurs qui font tout le temps du matériel, vont produire une petite affiche, un menu, quelque chose comme ça. Il y a certains restaurateurs qui ont suffisamment les moyens de peut-être travailler avec un illustrateur, un designer, puis faire quelque chose de beau et de joli. Et il y a le petit restaurateur qui vient de naître, qui lui n'a pas les moyens, a tout investi et veut quand même fournir quelque chose avec un certain niveau de qualité. C'est pas un designer, il va utiliser des images comme il trouve à droite et à gauche, à la limite dans Google Images, sans nécessairement se soucier de j'ai-tu le droit? Pas vraiment, c'est pas grave. Mais ça là-dedans, oui, c'est local. Puis ça donne un résultat ordinaire. Tu sais, tout le monde voit ça, puis on fait comme tout. Hey, ça, c'est clair que ça a été fait à l'interne. Et moi, je le remarque maintenant, puis je le vois de mon œil juste ici localement. On le voit, là, tu sais, il y a des affiches, il y a des choses, il y a des trucs qui apparaissent dans les vitrines de certains commerçants qui sont clairement produits avec l'intelligence artificielle. On le voit juste au niveau de la typographie puis du style. Fait que ma question, c'est est-ce que à quelque part, à quel moment est-ce que le danger est que l'idée d'utiliser ces outils-là pour se faciliter la vie rattrape le moment où techniquement j'aurais peut-être eu souvent les moyens de payer un artiste localement pour le faire? Il y a une relation avec le concept éthique aussi et médiatique, si on peut dire, à savoir que le danger que je vais prendre comme commerce ou comme, dans ce cas-ci, parti politique, c'est que si j'utilise l'IA à un moment où c'est peut-être pas pertinent de le faire, je risque de me faire rentrer dedans. Donc, c'est de trouver où est la ligne, quelque part, entre je l'utilise à l'interne pour faire de la recherche, pour produire de la petite documentation, des trucs qui, en temps normal, j'ai pas eu les moyens nécessairement de me payer un artiste avec qui travailler un produit qui serait, à ma foi, probablement plus beau, plus intéressant. Donc, il y a comme une mince ligne là, puis j'ai de la difficulté à la trouver. Tu sais, je la vois là localement à petite échelle, mais à partir de quand est-ce que, justement, si ce sont de grandes entreprises qui se mettent à l'utiliser, là, on entre dans une certaine zone d'inconfort, je dirais. Où là, on a l'impression que la grande entreprise là, a volé un revenu, tu sais, en n'utilisant pas un artiste, en travaillant pas avec un artiste. Ouais. Puis là, Ça- où est-ce que je pense que peut-être tout ça peut se rebalancer un jour, c'est l'adaptation que les artistes vont avoir dans leurs tarifs et dans leur productivité sur la possibilité d'utiliser ces outils-là. Parce que quelque part, eux, ils ont le savoir, ils ont la connaissance, ils savent, ils ont des idées. Parce que quelque part, c'est un peu pour ça qu'on les embauche au départ. Ils ont un style, ils ont une approche, ils ont produit des trucs. On sait qu'ils sont créatifs. Donc ça, je pense que ça perdure, ça reste. Mais après ça, l'outil en soi, comme on le donne en exemple, d'avoir quelqu'un qui sait utiliser Photoshop, qui va nous produire un visuel, bien, tout à l'heure, on va avoir des gens qui sont des artistes, qui savent utiliser ces différents outils-là ensemble pour les assembler puis en faire un tout cohérent.
J'ai l'impression que d'un point de vue de ce côté-là du discours, si on peut dire, où on a l'impression qu'on vole un peu du travail, le futur est probablement qu'il y a une nouvelle génération, il y a une génération d'artistes qui vont se mettre à utiliser ces outils-là de la même façon que après la photo, les photographes ont vu Photoshop, l'ont vu comme quelque chose qui allait challenger un peu le monde de la photo. Ben finalement, c'est devenu un élément de leur pratique, puis ça leur a permis de changer complètement la donne. Donc, c'est un peu le futur que moi j'y vois. Puis là, ben, de le voir, évidemment, dans la campagne municipale, je trouve ça intéressant que les partis cherchent à se positionner. Puis, écoute, ce sont les seuls, je crois, pour l'instant, qui l'ont fait. Si on va plus à l'échelle provinciale, il y en a qui, malheureusement, ont démontré que d'utiliser l'IA quand on n'y pense pas puis qu'on ne fait pas le travail adéquatement, ça peut se retourner contre soi. Hein? Comme de publier des photos de trafic de Montréal alors qu'on veut illustrer le trafic de Québec. Vous avez sûrement vu ou entendu passer de l'information à ce niveau-là. Puis tu sais, je ne lance pas de roche envers la partie. Je veux dire, ce sont des tentatives d'utilisation d'intelligence artificielle qui ont été maladroites. Une fameuse chanson qui est sortie, qui a été créée avec l'IA, que rapidement les gens s'en sont bien rendus compte. Donc, il va y avoir des situations qui vont amener les partis et les organisations politiques à devoir se positionner et peut-être même se mouiller éventuellement, se dire oui, on a utilisé ça pour les hype, puis ça, c'est correct. Mais par exemple, on continue d'encourager les artistes, mais l'IA fait partie de la réalité avec laquelle, comme citoyen, comme société, on doit faire face. Fait que là, je t'écoute parler, puis Ouais, je parlais beaucoup. Hein. Non, mais c'est parfait. Mettons, je synthétise ça. Tu sembles être à la recherche de elle est où la ligne, il est où le bel équilibre, ou est-ce que des fois c'est relevant de l'utiliser, c'est normal de l'utiliser, puis c'est où que c'est putain nécessaire de l'utiliser parce que tu as les gros moyens pour. Je montrais tantôt le Festival d'été de Québec là, qui était, je pense pas qu'on a pu en parler parce qu'on était en vacances, mais c'était en juillet, là, 3 juillet, là, où est-ce qu'on réalise qu'il y a des images du Festival d'été de Québec qui étaient clairement réalisées avec l'IA, un gars qui avait genre, je sais pas, 4 doigts ou 6 doigts, je sais plus trop, une caméra de cellulaire, qu'il n'y a pas de cellulaire qui existe de cette manière-là, il n'y a pas de modèle, tu sais. Ça se décèle directement. Dans ce cas-là, tu sais, ça a fait une onde de choc parce qu'on était du genre, ben là, guys, là, vous avez rien seul de payer des artistes locaux, là. Puis en plus, c'est ça votre affaire, là, les artistes locaux, puis tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On a chéré, puis bon... mais... Ça, là-dessus, j'ai une autre idée. Personnellement, je pense pas que ça qu'il est chéré. Je pense que ça a été... moi, je suis persuadé, c'est une théorie, mais je pense que c'était 100% volontaire et assumé. Ah ouais? Sachant qu'ils allaient, comment dire, branler les colonnes du temple avec ça, puis voir comment les gens allaient réagir pour éventuellement placer les premières pierres de « OK, ben c'est ça la vie aujourd'hui maintenant, ça se peut qu'on utilise ces outils-là dans le futur ». Je trouve que c'est trop gros, c'est trop évident, des doigts manquants. Tu travailles avec une grande firme de communication à l'échelle nationale. C'est comme, pour moi, ça fait pas de sens. Ouais. Mais OK, mais là, ce que tu lances, là, parce que je viens de le réaliser, là, je le vois juste ici, c'est 4 doigts, là. 1, 2, 3, 4, là. Il manque un doigt ici, là. Beaucoup de chance qu'il y ait un DA qui soit passé par-dessus ça, puis qu'il ait comme fait « Hey, c'est bien correct, il n'y a personne qui va se rendre compte qu'il manque un doigt, là. J'y crois pas, là. » Ben, c'est ça. Moi aussi, c'est ça mon point. À la limite, c'est correct que des cassettes de ce monde-là utilisent ça, mais il faudrait bien qu'il y ait quelqu'un qui révise le travail avant qu'il sorte, là. Toi... En tout cas, écoute, c'est ma théorie. Peut-être que je suis dans le champ gauche, mais quoi qu'il en soit. Puis, tu sais, à la fin de tout ça, moi, je pense que, tu sais, pour essayer de boucler ça un peu, je pense que c'est le tribunal public qui va décider. Tu veux dire la plèbe va décider? Ah ouais, exact. La plèbe qui va décider parce que on voit à partir de quand est-ce que les gens vont s'insurger contre l'utilisation de l'IA ou quand elle remplace peut-être le travail versus une utilisation qui est plus, disons, modérée, où on comprend bien que c'est devenu un élément facilitateur pour générer de la qualité, puis je le dis en faisant des signes de parenthèse, parce que bon, entre partir avec un Clippy Art, puis faire quelque chose dans Google Doc, puis d'imprimer ça comme un document officiel, puis peut-être utiliser un outil qui va nous accompagner à faire un document qui va avoir un petit peu plus d'allure. Moi, comme utilisateur, je suis pas mécontent de voir le produit avec un petit peu plus d'allure. Mm-hmm.
Mais c'est ça. Je pense qu'après ça, ce sont les gens et le temps, l'évolution de tout ça qui va faire qu'on va tracer une ligne sur qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas, puis de voir les artistes aussi continuer de progresser dans leur usage sur comment est-ce qu'ils vont embrasser ou non l'idée d'utiliser ces outils-là pour améliorer leur propre pratique. Fait que je pense que le temps va nous amener, assurément. De toute façon, on n'a pas le choix, c'est le temps qui va nous permettre de trancher sur tout ça. Mhm, mhm. Ouais, j'aime la perspective. J'ai hâte de voir la Poule perspective des philosophique. artistes. Ouais, that's good. J'ai hâte de voir tu sais, la communauté artistique, à quel point ils vont l'utiliser. Tu l'as dit un peu précédemment, mais ben, on regarde toujours un peu ce qu'on connaît de l'historique des choses, mais tu sais, quand, je sais pas, je pense que tu parlais un peu de ça tantôt, quand l'appareil photo est arrivé, là, je veux dire, ben, là, les gens qui faisaient des peintures, ben, là, t'as un appareil photo qui fera photo, mais là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, you get used to it, puis l'appareil photo ferait maintenant partie de la vie that's it. Puis il y a encore des artistes, là, aussi, qui font des trucs homemade aussi, tu sais, fait que, ouais, j'ose croire que ça va s'équilibrer, là, dans les années qui viennent. Yes. Ouais, OK. Fait que là, on a, ben, OK. Et puis, campagne municipale et tout ça, c'était parce qu'on s'était dit qu'on splittait un peu par l'été puis ce qui s'en vient. Toi, c'est un peu ce que tu as vu dernièrement. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps à ce niveau-là. Là. Oui, exactement. Ça fait vraiment pas longtemps. À l'heure Ouais. actuelle, c'est pas toutes les parties à l'échelle municipale qui ont pris position. Mais assurément, je pense qu'ils vont devoir le faire. Ils vont sûrement se faire questionner un peu sur la question. Fait que j'ai très hâte de voir un peu comment chacun des partis va réagir. Mm-hmm. Parfait. Peut-être, moi, je nous amène peut-être sur un truc sur, à l'automne un peu. Je vais peut-être un peu d'un côté de quelque chose qu'on anticipe qui va arriver. On va voir ça se dérouler à l'automne. On gravite autour de l'IA encore, mais je parle maintenant d'OpenAI là, qui a annoncé dernièrement qu'il arriverait bientôt avec une plateforme potentiellement qui viendrait un peu rivaliser LinkedIn. Donc, OpenAI vise faire une espèce de job board puis job certification en IA. Donc, une zone complète de son portail où est-ce que d'un, il y aurait des gens qui pourraient aller se qualifier, suivre des certifications en IA. Puis, de l'autre côté, devenir une espèce d'endroit où on peut chercher du travail. Donc, des offres d'emploi pourraient être là. Ça m'a un peu pris je m'attendais pas à celle-là là, tant que ça. Là, surtout les headlines qui étaient comme genre OpenAI veut rivaliser LinkedIn, qui d'ailleurs, LinkedIn est un peu stuck in time, là, un petit peu. Là. C'est pas l'affaire qui est la plus innovante, inventive. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose. Autant que si c'est un réseau intéressant, ça se passe sur LinkedIn, oui, mais c'est pas là que ça innove là, comme plateforme vraiment là, en ce moment. Fait que j'ai hâte de voir où ça va mener ce truc-là. Là. En tout cas, ici au Canada, je pense que LinkedIn a profité du blocus médiatique de Meta pour aller chercher un peu une partie de la clientèle là, qui avait le goût de s'exprimer sur les sujets médias, etc. C'est un bon point. Mais sur la portée globale, effectivement, comme tu dis, c'est pas un produit qui est réputé là, pour être d'une grande innovation. C'est un beau produit comme ça qui est figé un peu dans le temps. Hâte de voir s'ils vont voir un peu ce challenge-là à venir d'OpenAI comme une opportunité pour eux, peut-être de dire bon, ben guys, let's go. Hein. Va falloir peut-être repartir un petit peu sur la planche à dessin. Mm-hmm. Puis la mouvance aussi de certification qui se colle à un produit, beaucoup de produits numériques depuis quelques années passées, là, depuis les dernières années, beaucoup de produits numériques qui ont la forte cote, beaucoup de users qui sont là. Le produit va sortir une espèce de... J'ai juste HubSpot Academy, là, notamment. Le HubSpot qui est un des CRM, puis un outil marketing qui est très, très populaire depuis une dizaine d'années peut-être. Là. Puis ont leur académie, tu vas te faire certifier dans leur propre classe, puis ultimement, tu es certified HubSpot. Beaucoup de produits numériques ont cette portion-là de communauté, certification in-house. Donc, tu fais partie du créneau qui a eu le stamp of approval de la compagnie du produit. Puis à la limite, c'est drôle, je fais une espèce de parallèle avec la mécanique à quelque part. Je pense que je me rappelle être dans un garage quelconque, puis tu voyais que le mécanicien avait ses certifications qui venaient du manufacturier. Tu vois? Bon, je viens de faire une espèce de crossover de trucs, là, tu sais. Fait que c'est donc pas nouveau, une espèce de certification d'un produit en tant que tel. OpenAI étant je ramène au début de notre podcast où je disais,
Là, on voit vraiment une dualité là, où est-ce que là, il y a deux leaders là, qui se battent beaucoup. C'est Google d'un côté, c'est OpenAI de l'autre. Ben, OpenAI veut un peu miser sur cette communauté-là, puis dire on va vous certifier avec nos propres standards, puis on va même vous donner un job board pour que vous puissiez aller chercher de la job. On devient un pourvoyeur d'éducation pour vous. Puis tout ça s'inscrit dans le fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir des rôles dans des emplois qui ne seront plus nécessaires. Donc, il y a aussi une course à l'éducation des gens parce qu'il va y avoir des déplacements de métiers. Il va y avoir des métiers qui ne seront plus à forte valeur ajoutée. C'est plus vrai que, puis là, désolé, mais c'est plus vrai qu'un assistant ou une assistante à la direction va être encore autant de valeur puis va devoir être payé 80-90 000 à l'ère de l'IA. Ça n'existera plus. Là. À moins que ton boss il ne catche pas à patente, là, puis qu'il n'ait pas découvert des outils d'automatisation. Il y a plein de manières de faire ça. Fait que les gens vont devoir s'éduquer à se replacer à quelque part, se certifier, puis à l'ère de l'IA là, qui est là. Ah, c'est absolument brillant de la part d'OpenAI, là, dans le sens où c'est une évidence, là, à partir du moment où tout le monde crie sur les quoi, l'IA va changer la face du monde de l'emploi. Et guys, on va les aider. On va mettre sur place tout ce qu'il faut pour nous essayer de stimuler et d'accélérer le pont le plus possible. C'est absolument brillant. Là. Je pense qu'ils ont un roadmap là, à date qui est très, très intéressant. Là. Moi, je suis très excité de voir la suite des choses. Là, mais toujours en se disant que, bon, comme n'importe quelle grande innovation, il faut surveiller aussi les choses qui sont moins agréables qui en ressortent, comme les deepfakes et tous ces trucs-là. Mais au final, à l'heure actuelle, moi, en tout cas, dans ma vie de tous les jours, à l'heure actuelle, j'en vois que des bénéfices. J'en suis fort, fort heureux. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait qu'écoute, ouais, toi, il te restait-tu un point de ton bord? Pas tout. Ben, ça ressemble pas mal à ça, les On amis. a tout fait. On a tout fait nos points, autant des points des choses qu'on a vues cet été que des choses qu'on anticipe pour l'automne. J'en profite par cette fin d'épisode pour le lancer à l'audio aux gens qui nous écoutent. On Oui. mise sur des invités dans la prochaine saison, donc à l'automne, à l'hiver. On a fait un post sur LinkedIn où est-ce qu'on ouvre les bras grands ouverts à quiconque qui est relativement vocal, que ça ait tente d'être au mic pour jaser dans le jeu technologique. Puis on parlait de grosses techno, de grosses compagnies, tu sais, des gens qui gravitent qui sont des employés ou des ex-employés de grosses compagnies tech américaines, canadiennes, québécoises, des gens qui gravitent dans la tech au gouvernement. On a énormément apprécié l'épisode qu'on a eu avec Marc Boivin la saison passée où on jasait un peu de technologie au gouvernement. Fait qu'on veut étendre ça. Puis pas juste Québec, Canada. Dans notre brainstorm, moi, j'étais rendu en Estonie, là, qui est un pays qui est reconnu pour être très techno. On rouvre les valves à ce niveau-là. Si vous connaissez des gens, une connexion d'une connexion, vous nous envoyez ça, vous nous commentez ça, puis on va faire ce qu'il faut pour rentrer en contact avec ces gens-là. Là. Puis en même temps aussi, n'oubliez pas de nous suivre. Hein, c'est toujours sympathique sur les médias sociaux. Donc, le petit like et tout, ben, c'est un petit reward pour nous ou un petit follower de plus. Toujours le reward pour nous dire que vous appréciez puis vous aimez ce qu'on fait. Puis c'est ça qui fait en sorte que on est toujours bien content d'en venir au micro puis de vous jaser. Exact. Merci de votre écoute. Puis, on se revoit au prochain épisode. Yeah. Merci, Joe. Salut, bonne journée. Salut, bonne journée.